Après la planification, le projet passe à l'exécution. Le chef de projet va commencer tout d'abord par la formation de l'équipe, l'acquisition des membres de l'équipe. Bien sûr, il y a des différents profils. Le chef de projet, généralement, il reçoit les besoins auprès des technical leads pour comprendre quels sont les profils souhaités ou bien demandés pour le projet. Le chef de projet, il peut choisir entre les gens qui ont un profil en forme de T ou bien en forme de I. Les profils en forme de I sont généralement des gens avec une spécialité, une expertise approfondie dans un domaine, mais en fait, des connaissances limitées dans d'autres domaines. Au contraire, des ressources avec un profil de forme en T, où les ressources ont une expertise approfondie dans un domaine spécifique, mais aussi des connaissances étendues dans plusieurs domaines. Et les profils en T, généralement, sont plus souhaité dans les projets parce que en cas d'absence d'un membre de l'équipe, les autres peuvent s'entraider pour le remplacer, par exemple. D'accord? Alors, le chef de projet, en coopérant avec parfois les ressources humaines, parfois les services de recrutement, etc., il va faire de son mieux pour acquérir les ressources humaines nécessaires et former ou bien constituer son équipe de projet. Bien sûr, pas toutes les ressources sont 100% qualifiées. Généralement, c'est pour ça, dans l'état d'esprit de PMI, le chef de projet, il doit bien veiller à l'évolution des compétences de son équipe en fournissant des formations, du coaching, du mentorat pour aider les membres d'équipe à améliorer leurs compétences d'une manière continuelle dans nos projets. Okay. Alors, le chef de projet doit évaluer les compétences de son équipe, fournir du support pour que tous les membres de l'équipe puissent euh, exécuter leurs tâches proprement et qu'ils aient les connaissances ou bien les compétences nécessaires pour réussir dans leur mission. Alors, c'est le chef de projet qui est responsable à aider les membres de l'équipe à réussir dans leur mission. Quand le chef de projet commence à constituer son équipe, l'équipe, elle va passer par des stades. Tout d'abord, c'est le stade de formation selon l'échelle de TACMA, là où les membres de l'équipe ne se reconnaissent pas, et, chacun travaille en isolation, ou bien pas vraiment en toute collaboration avec les autres membres, et l'efficacité de l'équipe, elle est moyenne, d'accord? Mais ensuite, l'équipe, elle va tomber en turbulence. Et c'est tout à fait normal. C'est parce que les gens viennent de backgrounds très différents. Chacun il a son expertise, son expérience, il a sa façon de travailler. Il y a quelques-uns peut-être qui veulent travailler d'une manière que les autres ne sont pas d'accord avec. Alors, c'est très normal que l'équipe va tomber en turbulence. Et alors là, le chef de projet, il doit s'attendre à ça et il doit agir rapidement en s'assoyant avec l'équipe, en mettant les points sur les i ensemble. Et ça, c'est à travers la phase de normalisation où l'équipe va se mettre d'accord sur la façon de travail, sur les méthodes, la façon de travail, sur les outils de travail, les approches et tout. C'est un exercice collectif, en exerçant cela collectivement pour que tout le monde soit en accord. Et après, l'équipe, elle va passer à la phase de performance où sa performance devient plus haute, plus élevée, puisque c'est bon, ils ont mis les points sur les i, ils sont d'accord sur la façon de travailler et tout. Mais à chaque fois qu'un membre de l'équipe quitte et ou bien une autre personne rejoint l'équipe, l'équipe elle va retourner de nouveau à la phase de formation, mais cette fois-ci c'est beaucoup plus rapidement qu'avant, le passage de la formation à la turbulence, à la normalisation, parce que déjà l'équipe elle connaît les règles de travail, et à la fin du projet, l'équipe sera dissoute et chacun va bien dissolu et chacun va essayer de trouver une autre mission. Voilà. Le chef de projet
Durant la phase de, bon, pour moi personnellement, durant toutes les phases, mais surtout durant les phases de planification, d'exécution surtout et de suivi, il va démontrer son leadership. Le leadership, c'est pas de dire aux autres quoi faire, mais surtout, mais plutôt, le leadership, c'est avoir une vision, être capable de communiquer proprement et assertivement, de manière assertive, être capable de prendre les bonnes décisions, c'est motiver l'équipe, c'est engager les parties prenantes proprement, fournir du coaching, du mentorat, du support, résoudre les conflits, responsabiliser les autres. Voilà, le leadership, c'est tout ça. Et en fait, le leadership, il est situationnel. C'est vrai qu'on va voir ensemble dans un moment des différents types de leadership, mais même avec ces différents types de leadership, le leadership elle est situationnelle. C'est-à-dire, on peut apprendre c'est quoi le leader serviteur ou bien le leadership au service des autres. C'est le type le plus préféré pour PMI, là où le leader, il essaie de lever les obstacles, soutenir l'équipe, leur donner de la confiance, promouvoir le bien-être, les supporter, voilà. Le leadership autocratique, c'est quand une seule personne prend des décisions, c'est pas trop apprécié par PMI. Le leadership transactionnel, c'est quand le leader utilise des récompenses pour motiver ou bien les sanctions pour punir. Et PMI, elle est à 100% contre les punitions. Il faut pas punir les autres, surtout pas en public. Le leadership du laisser faire, c'est quand on délègue la prise de décision à l'équipe parce qu'on fait confiance à l'équipe et l'équipe elle a besoin de bouger rapidement. Le leadership démocratique, c'est quand le leader prend les décisions conjointement avec les autres. Le leadership transactionnel, c'est quand le leader se focalise sur responsabiliser et motiver les autres. Le leadership charismatique, c'est quand le leader utilise le storytelling pour inspirer les autres, pour les motiver. Il y a le leadership interactionnel, qui est une combinaison des styles, les trois styles transactionnel, transformationnel et charismatique. Il y a le leadership authentique qui privilège la transparence, la partage d'informations, mais le leadership reste toujours situationnel, même si PMI favorise le leadership au service des autres, mais parfois le leader peut utiliser le démocratique ou bien laisser faire ou bien charismatique. Tout dépend des personnes avec qui il interagit et de la situation. D'accord? L'un des points forts d'un leader, selon le mindset de PMI, c'est l'utilisation de l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est tout d'abord connaître sa propre personnalité, c'est la connaissance de soi, connaître ses émotions, son type de personnalité, comme on a vu dans le cours de 35 heures, reconnaître ses forces, ses limites, comprendre ses déclencheurs. Qu'est-ce qui déclenche ta colère ou bien ta joie, etc. Et aussi, c'est la gestion de soi, être capable de gérer ses réactions, se contrôler, rester adaptable et toujours agir avec discipline. Mais aussi, il y a l'autre partie, c'est la partie sociale. C'est la conscience sociale, c'est-à-dire être capable de lire les émotions des autres, aussi faire preuve d'empathie, essayer de comprendre pourquoi les autres ont agi de telle manière, comprendre la dynamique de l'équipe et aussi la bonne gestion des relations. Rester en bonne relation, communiquer clairement, gérer les conflits d'une manière efficace, influencer et inspirer positivement. Voilà, tout ça entre dans l'intelligence émotionnelle. Aussi, une autre chose très importante que le chef de projet exerce, mais pas seulement dans la phase d'exécution, honnêtement, hein, même dans d'autres phases, c'est la résolution des conflits. Puisque les conflits est une condition naturelle, alors c'est très naturel d'avoir des conflits, c'est-à-dire des désaccords entre les parties prenantes, entre les membres de l'équipe, entre un membre de l'équipe et une partie prenante, avec un fournisseur, etc. Alors, il y a 6 façons comment on peut mettre fin à un conflit. On va commencer par les deux solutions les plus favorises. La plus meilleure, c'est la confrontation directe, c'est essayer de résoudre les problèmes directement en communiquant directement. Le résultat, c'est gagnant-gagnant. D'accord? Là, on essaie de comprendre la route cause du conflit, la résoudre et pour rester en bonne relation. Sinon, si les deux parties en conflit
sont pas arrivés à se confronter, là, on peut intervenir. Le chef de projet peut intervenir, ou bien le team leader peut intervenir. Ça s'appelle la collaboration. C'est aussi gagnant-gagnant, et c'est à travers l'intervention d'autres membres. Sinon, on peut passer à la troisième solution, c'est la réconciliation, le compromis. D'accord? Le compromis, c'est-à-dire chacune des deux parties en conflit euh, euh, se débarrasse ou bien laisse tomber quelques points qu'elle veut réaliser. C'est-à-dire elle va pas réaliser tous ses objectifs, peut-être une partie des objectifs, mais le résultat, c'est de garder la bonne relation. Voilà. Sinon, il y a l'apaisement, l'accommodation. D'accord? C'est quand quelqu'un accepte l'opinion de l'autre sans vraiment se tenir debout sur son opinion. Mais c'est une solution temporaire parce que c'est pas à chaque fois que je vais accepter, quelqu'un va accepter l'opinion de l'autre partie. C'est juste pour ne pas aggraver la situation tout simplement. Les deux plus mauvaises façons comment mettre fin à un conflit, il y a la force, le forçage ou bien l'imposition. C'est quand quelqu'un il est en position de force, il impose son opinion sur les autres. Ça, c'est une situation de gagnant-perdant, c'est vrai, mais elle va pas vraiment aboutir à de bons résultats. Alors, il faut pas trop utiliser la force. Sinon, la solution bien la plus mauvaise pour PMA, c'est l'évitement ou bien le retrait, c'est-à-dire se retirer d'un conflit et quitter le projet, mettre fin à la relation. Ça, c'est pas apprécié par PMI du tout. D'accord? C'est pourquoi PMI, dans tous les conflits, que ce soit avec une partie prenante, le management, un fournisseur, un prestataire de service ou bien un membre de l'équipe, PMI encourage toujours à communiquer directement ou bien collaborer. Voilà. Aussi, durant l'exécution, le chef de projet il doit être sûr que son équipe peut assurer une très bonne qualité de travail, une très bonne qualité de livrable. C'est à travers l'assurance qualité. C'est un processus préventif, proactif, c'est-à-dire quand on développe le travail, quand on développe les livrables, aussi on essaie d'assurer la qualité, d'accord? C'est pour réduire la probabilité de détecter des anomalies ou bien des erreurs quand il y aura un contrôle qualité après que le travail soit terminé. Alors, l'assurance qualité, c'est pendant la création des livrables, l'équipe essaie d'assurer la qualité. Le contrôle qualité, c'est après que le travail est fini, il y a une inspection qui est faite pour détecter les défauts. Alors, PMI favorise l'assurance qualité pour qu'on donne au maximum un travail de bonne qualité avant que le contrôle qualité ne détecte des erreurs. D'accord? Aussi, durant la phase d'exécution, PMI encourage beaucoup les réunions de leçons apprises, de la gestion des connaissances, pour documenter tout ce qui s'est bien passé dans le projet, les leçons qu'on a apprises, les erreurs qu'on a commises et comment on les a réparées. Comme ça, on peut accumuler de très bonnes connaissances, voilà, qu'on peut utiliser après dans d'autres projets. D'accord? Alors, les connaissances peuvent être sur un niveau individuel, que savent, bien que connaissent les membres de l'équipe à propos de la réalisation du travail. Aussi, il y a des connaissances au niveau du projet. Qu'est-ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du projet? Alors là, on fournit des retours d'expérience, des enseignements tirés des projets, que ce soit en cours ou bien d'autres projets, et on les ajoute aux actifs organisationnels. Et il y a des connaissances sur le niveau organisationnel, c'est adapter les connaissances issues d'autres programmes ou bien d'autres portefeuilles et intégrer les bonnes pratiques éprouvées. Voilà. Alors, les leçons apprises, alors on les fait d'une manière régulière, c'est pas une seule fois à la fin du projet, et on les documente dans le registre des leçons apprises et on les ajoute au OPAS, ou bien les actifs organisationnels.
Ça peut aider à détecter les risques en avance dans les projets futurs, parce que si une erreur ou bien un problème est parvenu dans ce projet, alors on apprend la leçon et dans un autre projet, on peut l'identifier comme un risque avant qu'il ne parvienne. D'accord? Aussi, durant la phase d'exécution, PMI encourage beaucoup un comportement très important qui s'appelle le dernier moment responsable, c'est-à-dire ne prendre des décisions qu'après avoir toutes les options, tous les scénarios, faire les études, les analyses, la collecte des données, mais aussi il ne faut pas prendre les décisions d'une manière tardive, avant qu'il ne soit trop tard. D'accord? Alors, prendre la bonne décision au dernier moment responsable pour éviter les engagements prématurés ou bien aussi éviter les décisions irréversibles. Voilà. Ça, c'est quoi exactement le dernier moment responsable?